à la page B3 du Devoir du jeudi le 10 novembre 2011. J'ai été séduit par une publicité qui annonçait 4 conférences données à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. 3 de ces conférences se donnaient sous la bannière de la Banque royale du Canada, la RBC. La première est celle de Mark G. Carney, le gouverneur de la Banque du Canada. Le titre de la conférence est L'évolution économique et la conduite de la politique monétaire. Elle se donne mercredi le 23 novembre 2011 de midi à 14 heures. Je ne sais pas si M. Mark G. Carney, quand il parle de l'évolution économique, va parler justement de la création de la Banque du Canada. Beaucoup de personnes se posent la question si sa création est constitutionnelle ou pas. À savoir, est-ce que la Banque du Canada est une entreprise privée avec un conseil d'administration? Ou encore, est-ce une création, est-ce une institution qui est gouvernementale? Je ne sais pas si M. Carney va répondre à la question. L'autre conférencier, le Dr Philippe Couillard, conseiller stratégique de CECAR. Le titre de la conférence est Réflexion sur le système de santé canadien, performance, innovation et perspectives d'avenir. Sa conférence va se donner jeudi le 1er décembre, toujours de midi à 14 heures. Je ne sais pas si M. Couillard va parler de son règne alors qu'il était ministre de la Santé sous le gouvernement de John Charest du Parti libéral du Québec. Je ne sais pas s'il va tenter d'expliquer aux gens présents la façon qu'il s'est conduit en quittant son ministère, puis presque aussitôt se retrouver à l'emploi d'une entreprise privée, en amenant aussi avec lui son bagage, des informations sur la santé appartenant au gouvernement du Québec, puis à savoir aussi comment il a réagi face aux critiques de l'opposition qui n'acceptaient pas ce geste de sa part, non sa démission, mais bien le fait qu'il a démissionné et qu'il s'est retrouvé après ça à l'embauche d'entreprises privées, dont entre autres actuellement à l'embauche de CECAR, firme de conseil. C'est que simplement pour rappeler qu'au Québec, je pense que c'est M. Bernard Landry a fait voter une loi anti-lobbying. Puis là-dessus, il y a un code d'éthique qui veut qu'une fois que tu occupes un poste de ministre, puis une fois que tu as démissionné de ton poste de ministre, tu dois attendre 2 ans avant d'occuper un poste d'une entreprise privée. Ce ne fut pas le cas du Dr Philippe Couillard. Puis pas seulement ce ne fut pas le cas, mais sa décision a été applaudie par le gouvernement Charest. Je dis a été applaudi parce que j'ai pas trouvé que M. John Charest avait semblé préoccupé par ce geste qui selon moi manquait beaucoup d'éthique effectivement. Puis ça me rappelle souvent que cette impression que le gouvernement actuel à Québec gère la santé non pour que ça puisse fonctionner, mais pour que ça ne puisse pas fonctionner. Ainsi, quand M. Philippe Couillard parle de réflexion sur un système de santé canadien, performance et innovation, ben actuellement, j'ai l'impression que c'est plus de la contre-performance. Et qu'actuellement, on gère la santé pour en arriver à une contre-performance dans le but délibéré d'amener une certaine clientèle vers le privé, parce qu'actuellement, c'est légal et possible, pour ceux qui en ont les moyens, puis éventuellement espérer de démanteler le système de la santé. C'est que le gouvernement John Charest, qui fait beaucoup attention à son électorat, là, parce qu'il a quand même besoin du vote d'une partie des francophones, une petite partie pour garder le pouvoir, lui ne veut pas procéder rapidement. Ça fait qu'il va par étapes, lentement. Puis actuellement, ce qui se passe avec la santé, avec la démission de M. Couillard, 33, c'est justement une réforme lente qui va peut-être durer une quinzaine d'années, une dizaine d'années, qui va faire que les gens vont s'habituer, puis vont finir par accepter le fait de débourser 800 000 $ pour un scanner, c'est normal. Quand en fait, le problème, c'est que c'est pas normal d'attendre pour ceux qui ne peuvent pas payer. Le problème est là. Sauf que le problème, on ne le réglera pas. C'est parce qu'on agit sur la contre-performance.
Troisième conférence est celle de François Legault, chef de la Coalition pour l'avenir du Québec. Le titre est Agir pour l'avenir. La conférence se donne mardi le 6 décembre. Monsieur Legault est un personnage énigmatique. Je peux pas comprendre le fait qu'il soit passé du PQ vers un parti qui semble un parti de droite, un peu mêlé dans ses idées. Puis que là, il nous fait la promotion d'un fédéralisme de partage et de bonne entente entre le Québec et le Canada, où, en fin de compte, on va devoir encore tolérer pendant des décennies le fait de vivre d'une monarchie constitutionnelle, parlementaire plutôt, une monarchie qui fait qu'on peut avoir des types comme Jean Charest, avec un peu plus que 30% des votes, puis une population qui quasiment qui ne vote pas, la moitié de la population qui ne vote plus, dont les dernières de novembre, on a battu des records, je crois, et d'un type comme Gérald Tremblay, qui est maire de Montréal, avec environ 30% des votes, puis Stephen Harper, avec un peu plus que 30% des votes. Ça fait que, peu importe, ça peut être 42, 43, 45, 37%. Ces gens-là occupent, ils prennent des décisions sans nous demander la permission, sans faire de référendum. Ils sont comme des gouvernements majoritaires qui ont été placés par plus de 50% de la population quand ce n'est pas le cas. Ça, pour moi, c'est pas de la démocratie. Je suis peut-être un peu exigeant, mais ce n'est pas de la démocratie. On peut peut-être se frotter les mains, se dire qu'on est vraiment bien au Canada. Pour moi, c'est pas de la démocratie. Puis quand un système politique n'est pas démocratique, ben, ça empêche justement des gens, certaines classes d'individus, à s'engager collectivement. On finit par se désengager, par ne plus aller voter, puis ça, en fait, c'est un gros dilemme que j'ai face à la coalition pour l'avenir du Québec. Puis le deuxième, aussi, c'est un peu la même chose, c'est quand on accepte de vivre d'un Canada, un Canada bilingue, multiculturel, ben, c'est qu'à un moment, c'est aussi accepter c'est se résigner aussi à un système qui assimile les francophones, un système de mépris qui fait qu'une personne peut vivre à Montréal 15 ans, 20 ans, comme c'est arrivé, je crois, avec un monsieur Smith qui occupait un poste à la Caisse de dépôt ressources humaines, un anglophone, ça fait 11 ans qu'il est à Montréal, il n'est pas capable de parler en français ici, là. Ça, là, ça a amené les gens à se résigner, à devenir tolérants. Parce que il faut comprendre, le Québécois doit être tolérant pour vivre d'un système fédéraliste actuel. Puis ça, les gens se frottent les mains et disent c'est le fun, on est tolérant. On a des qualités, on est un grand peuple tolérant. Ben, en fin de compte, la tolérance qu'on perçoit et qu'on aime se vanter, c'est pas de la tolérance, là. C'est être très, très, très colonisé. C'est quelqu'un de très, très, très colonisé. Il est très tolérant aussi. Ou surtout quelqu'un sort de son état de colonisé, il devient moins tolérant. Puis être moins tolérant, ça veut dire quoi? Ça exige... Tu exiges généralement à ce moment-là d'être respecté chez vous par les gens qui viennent te visiter. C'est ça quelqu'un de tolérant. Quand tu es colonisé, c'est toi qui te soumets à celui qui te visite. Ça fait qu'actuellement, la situation linguistique au Québec, c'est une contre-performance. C'est aussi, quand on parle d'avenir, agir pour l'avenir, c'est que le thème, il marche pas. Parce que agir pour l'avenir, c'est comme si on agirait pour disparaître. Parce que dans le moment actuel, là, dans le présent, actuellement, maintenant, il y a des menaces qui se sentent, entre autres du point de vue culturel. Le fait que nous, on est tolérant et qu'on doit s'assimiler à des minorités, fait que de plus en plus, il y a un nombre croissant d'individus qui vivent au Québec, qui ne consomment pas de culture québécoise, qui ne vont pas voir de films québécois, qui ne vont pas voir du théâtre québécois, ils ne liront pas de livres en français. Ça fait que lentement, c'est la disparition d'une élite, souvent intellectuelle, qui va finir par disparaître, puis on va laisser de plus en plus la parole à des Gino, à des Elvis Gratton. Tu sais, moi, mettons, si je suis d'accord avec le gars, là, il a raison, sa radio, ce petit tabarnak, là. Ouais, moi je pense comme lui. Tu sais, des gens qui n'ont rien à dire, mais qui occupent l'espace médiatique partout, là, puis qui sont en train de sucer la queue de Éric Duhem. Puis
puis de tous les guenons, puis les gobilles qu'on retrouve actuellement à la télévision et à la radio, qui n'ont rien à dire, qui font juste de la désinformation. Mais c'est ça l'avenir du Québec, là. On n'en veut pas. Parce que moi, je veux avoir un État fort, une culture forte, puis une langue unique français. Si vous n'êtes pas capable de vivre avec ça, allez pas en politique. Bon, la dernière, c'est Heathers Monroe Blum. Je parle de elle, d'un dossier à venir. Le titre de la conférence, c'est Accroître la prospérité, enrichir la collectivité, McGill et le Québec, 190 ans d'histoire. Madame Heathers Monroe Blum est la vice-chancelière de l'université McGill. Elle va bien sûr nous parler des vertus de Charles James McGill, plutôt, qui est un généreux donateur qui a permis la construction de l'université McGill. En passant, 190 ans d'histoire, ça serait plutôt, je pense que l'université McGill a été fonctionnelle en 1853 seulement. À partir de 1853. Puis à l'époque, on parle pas du même McGill, mais on parle, je pense, de Peter McGill, qui lui était gouverneur à l'université, un des gouverneurs à l'université, conseil d'administration, donc on pourrait dire, avec un personnage potentiellement raciste, anti-francophone, qui était aussi, je pense qu'il était pour la déportation des patriotes. En tout cas, il était du côté, il n'aimait pas les patriotes du tout. Je ne sais pas si Mme Heathers Monroe Blum va parler de Peter McGill, là, parce que c'est de lui que vient le métro McGill, puis la rue McGill, et non de James McGill. Puis donc c'est Peter McGill, c'est quelqu'un qui est un peu de la lignée de Amherst, puis Moncton. Un des, j'oserais pas dire, je dirais pas le mot, mais qu'on honore au Québec, parce qu'on est une bande de colonisés. Si on ne l'était pas, ben, probablement que la rue disparaîtrait, puis sa statue aussi. Faut mentionner aussi, c'est qu'on subventionne on subventionne les étudiants, puis moi je suis d'accord avec ça, sauf qu'une grosse partie des étudiants, dont la faculté de médecine, je n'ai pas les chiffres devant moi, là, ne restent pas au Québec, pour des raisons linguistiques souvent, ou encore c'est des personnes qui viennent étudier à Montréal, qui profitent de nos services, de nos rabais, puis qui s'en retournent dans leur pays plus tard. Mais ça fait qu'à un moment, on investit dans un savoir, parce que madame parle de savoir ici, là, enrichir la collectivité, accroître la prospérité. On investit chez des gens qui quittent à l'étranger. Je ne sais pas si madame Monroe Blum va en parler. Je ne sais pas si ça va aussi parler du fait que l'Institut psychiatrique de McGill, disons l'hôpital Victoria, ça se trouve avec le pavillon, j'ai oublié le nom, là, a fait des expériences dans les années 50 et 60 dans le cadre du programme MKUltra de la CIA. Des programmes de manipulation mentale sur des enfants de Duplessis, des psychiatrisés, des gens aussi qui étaient volontaires, d'autres qui ne l'étaient pas. Puis ça s'est fait, comme je l'ai dit, je viens de le dire, dans le cadre du programme MKUltra de la CIA, puis aussi avec le financement du gouvernement canadien. Je trouve que il y a des affaires qui ne fonctionnent pas là-dedans. Parce que j'ai l'impression, des fois, quand on voit ça, j'ai l'impression que McGill se présente un peu comme l'élite de demain. Ben moi, c'est pas l'élite de demain qui m'intéresse. C'est savoir c'est quoi actuellement, aujourd'hui, maintenant, qu'on fait que les gens ici vont être dominés demain ou des dominants. Puis si on va avoir des gens qui dominent, qu'est-ce qu'on doit leur donner? Est-ce qu'on doit leur donner des biscuits dans les écoles? Ou bien des livres? Est-ce qu'on doit leur donner de l'Internet gratuit ou des professeurs? C'est des questions que probablement que Mme Monroe Blum ne soulèvera pas, dont entre autres ceux de la manipulation mentale, parce qu'il faut toujours comprendre que quand on fait des bêtises, qu'on prend les gens en cobaye, c'est souvent, dans certains cas, pour préserver son pouvoir, le pouvoir d'élite aristocratique. Puis ça, dans un système démocratique, c'est inacceptable. Puis moi, quand je vois la Chambre de commerce de Montréal métropolitain se présenter avec ce genre de conférence, pour moi, c'est comme de la poudre aux yeux, là. Ça veut rien dire. À fin de compte, c'est comme si moi, dans la perception du problème, je comprenais que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain n'est pas la solution à nos problèmes, mais bien un problème. Parce que moi, je crois que si la vérité devrait passer un moment ou l'autre, là, par des conférenciers, ça ne sera pas à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ça fait que depuis cette fameuse publicité
j'ai comme étiqueté la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Puis quand quelqu'un va venir me dire, ce type a été honoré à la Chambre de commerce, je vais dire, ah ben, un autre imbécile.